Bon lundi tout le monde, bienvenue sur Overtime. Très heureux de vous retrouver pour cette magnifique semaine. Et quand je dis magnifique semaine, c'est parce qu'elle commence très bien. Jonathan Filion avec vous pour la prochaine heure, mais surtout très bien accompagné à ma gauche, Régis Cerf. Salut Régis. Salut Jonathan, salut à tous. Et fidèle au poste pour une énième semaine de suite, on retrouve Stéphane Rochette. Salut Steph. Salut les boys. Quand on aime les gars, on compte pas. Voilà. Comme ça. Puis là, en plus, tu nous dames le pion avec ton sweatshirt orange comme ça. On ne voit que toi dans l'écran. Tu perces l'écran, mon Steph, t'es beau comme un camion. Vous aimez pas? Il y a plusieurs équipes en rouge cette année. Donc à chaque fois, les gens me disent t'es pro Bienne, pro Lausanne, pro Rappersville, pro Langnau. C'est à vous de choisir. Ça dépend des semaines. Ça dépend de ton humeur, Steph. Exactement. C'est ça. Je vous rappelle évidemment qu'on prend vos questions dans le chat. Vous êtes déjà quelques-uns à nous saluer. Salutations en retour à vous. Également, je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes nos plateformes numériques, également sur nos plateformes d'écoute audio comme Spotify, Apple Podcast et SoundCloud, qu'on est également maintenant disponible sur notre application numérique. Il y a beaucoup de contenu, dont les épisodes d'Overtime et d'Overtime NHL. Et je vous rappelle que pour ceux qui ne peuvent pas passer l'heure du dîner avec nous, l'heure de lunch, on est rediffusé le lundi soir 20h sur MySports 1. Voilà, toutes les annonces d'usage sont faites. On peut maintenant commencer. Et on va prendre le classement inversé aujourd'hui. On va commencer avec le HC Ajoie. Ouais, on va parler d'une équipe qui va pas fort, puisque la semaine, c'était 1 point en 3 matchs. Et comme il y avait en plus des matchs importants face à Langnau, face à Cloton, eh bien, pour Ajoie, on a bien l'impression que c'est définitivement la 14e place qui attend l'équipe de Christian Volvend. Semaine vraiment compliquée. J'ai en plus regardé sur le point sur lequel beaucoup de supporters jurassiens ont insisté samedi, c'est le power play. C'est un petit peu la cata. 6 matchs, aucun but. Il y a eu pratiquement 2 minutes à 5 contre 3, suivi d'une séquence de 5 minutes de supériorité numérique. Rien du tout. Et là, il y a forcément beaucoup de ras-le-bol qui a été manifesté par les supporters. Du côté d'Ajoie, certainement, tout n'a pas été mauvais, mais il y a quand même des points sur lesquels, quand on n'arrive pas à exploiter ça, alors qu'il n'y a pas forcément tout qui roule, eh bien, ça vient compliqué. Donc, résultat des courses, là, la défaite contre Cloton, c'est un peu la défaite de trop. Et avec 13 points de retard, il faut vraiment être très, très optimiste pour imaginer autre chose qu'un play-out face à Rapperswil ou face à Cloton. Moi, j'irais plus loin que ça. La défaite de mardi, j'étais à Langnau. La façon dont l'équipe est entrée dans le match, la façon dont le HC Ajoie a joué. Défensivement, ça allait parce que Tchatcho a connu vraiment un très, très bon match. Mais enfin, nous, on était optimistes. On se disait, enfin, le HC Ajoie joue avec une volonté d'avoir un éventuel avantage de la glace pour une série de play-out. Enfin, on a un objectif qui est autre que passer 30 matchs à se préparer pour les play-outs. Et la façon dont ils sont rentrés, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est venu dicter le reste de la semaine pour le HC Ajoie. Ils sont rentrés complètement à plat. Ils ont poussé dans les dernières minutes, surtaxé certains éléments parce qu'évidemment, sur le top 6, il y a des éléments intéressants, mais la profondeur n'y est pas. Donc, Christian Volvend surmenait des joueurs qui, au final, n'ont pas réussi à s'illustrer de la bonne façon. Puis c'est un match qui est hyper important que le HC Ajoie a perdu. Puis ensuite, ça s'est enchaîné. Lausanne, c'était une grosse commande. Et ensuite, Cloton, c'était un match à ne pas perdre. Un autre match perdu. Au final, c'est simple de le dire. Là, ils peuvent se préparer pour une série de play-out. Quand Cloton perdait, ça allait pas si mal parce que tu disais, bon, on reste à courte distance de Cloton. Là, Cloton s'est mis à gagner des matchs qu'on ne pensait pas qu'il gagnerait, honnêtement, depuis une semaine. Donc, tout ça mis ensemble fait que là, ce matin, les gens, je pense qu'hier matin, les gens se sont réveillés en se disant, bon, là, on est condamné à la série de play-out puis on n'aura pas l'avantage de la glace, donc la commande sera compliquée. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, donc j'ai surtout suivi, évidemment, le match de vendredi contre Lausanne. C'est notre match studio. Et les 2 premiers tiers, le premier tiers, je pense que Lausanne a eu le puck 18 minutes sur 20. C'est pas compliqué. À la fin de la période, il y a eu quelques éclairs de génie, quelques petites
spasme en attaque, on va dire comme ça. Deuxième tiers aussi, pendant 3. Après, à la fin de la période, il y a eu quelques bonnes occasions d'Ajoie. Puis troisième période, ça a été beaucoup plus équilibré. Et ce qui m'a dérangé surtout, je l'ai mis dans mes analyses et je ne pouvais pas faire autrement que d'en parler, c'est que je me souviens qu'on avait eu un match à l'automne, un Berne-Ajoie. C'était un des premiers matchs d'ailleurs de Timashov où j'avais fait des analyses sur Timashov très positives. J'aime beaucoup ce joueur à part ça. Il est hyper talentueux. Hein? Il est sur un rien. Il réalise des trucs sur un rien. Voilà, c'est vraiment un joueur très, très talentueux. Et ce que je n'ai pas aimé, c'est que j'ai vu des erreurs. Je me souviens des analyses que j'ai faites contre Berne et j'ai vu les mêmes erreurs 2-3 mois plus tard. Il y a des trucs que je ne comprends pas dans la zone de défense. On joue défensive de zone, mais pas tout le temps. On joue défensive de zone devant la cage, mais on joue man-to-man en haut. On rentre sur le back-checking, puis on va se masser devant la cage. On a tellement peur qu'il arrive quelque chose. Puis là, on laisse tout le loisir à l'autre équipe d'entrer, de faire un délai, etc. Je trouve que ce que je vois, moi, mon œil d'analyste, c'est que je trouve que les consignes ne semblent pas être claires. En tout cas, elles ne sont pas comprises de la même façon ou appliquées de la même façon par tout le monde dans la zone de défense. En zone neutre, Lausanne a eu des boulevards pour traverser la zone centrale le premier tiers. C'était une balade, comme on dit en anglais, une walk in the park. C'était une balade dans le parc, tellement c'était facile. Et j'avais fait les mêmes analyses à Berne, où ils traversaient la zone centrale avec de la vitesse. Les défenseurs reculaient parce qu'il y avait trop de vitesse. Ce n'était pas coordonné. La zone centrale, la zone de défense n'est pas coordonnée. Sur le back-checking, si vous regardez jouer Fribourg-Gotteron, c'est absolument clair. Le tracking, il y a du tracking. Si tu es proche de lui, tu le suis. Les défenseurs s'occupent des deux autres. Si tu es à la ligne rouge, si tu n'as plus de gap avec lui, tu changes. Voilà. Les consignes sont claires et bien appliquées. Vous allez me dire, Fribourg a du talent que Ajoie n'a pas. Mais appliquer des consignes, ce n'est pas une question de talent. C'est une question de où les consignes ne sont pas claires, où les gars ne veulent pas les appliquer. Et ça m'a dérangé profondément. J'ai été très négatif avec Ajoie, notamment dans mes analyses, parce que ça me dérange de dire sur une saison, à début de saison, tu pouvais dire nouveau coach, nouveau système. Okay. Mais là, excuse-moi, on est rendu en janvier. Ça ne joue pas, l'application du système. C'est une équipe qui joue essentiellement sans la rondelle. On se le sait, on doit défendre. Pour gagner des matchs à jouer, on doit bien défendre, puis aller sur des comptes, puis viser sur le talent de Timashov, un éclair de génie dans la zone, etc., pour marquer des buts. Mais là honnêtement, sans la rondelle, je trouve que Ajoie ne joue pas bien et pas bien organisé. Je suis désolé de vous le dire, les gars, il y a quand même quelque chose qui joue. Moi, je trouve qu'il n'y a pas cette... Je suis d'accord sur ton analyse de ce match-là. Sur la saison, ça n'a pas toujours été aussi noir que ça, où il y a eu quand même des choses qui ont été plus positives, question ajustement. Je pense qu'il y a des périodes parfois un petit peu plus compliquées. J'ai pas l'explication là, si c'est l'équipe qui a un petit peu lâché. Moi, j'ai entendu que les 2 victoires de Kloten face à Zurich, ça avait donné un gros coup sur la tête de certains joueurs avant d'aller à Langnau. Parce qu'il y avait 6 points de retard samedi au moment de commencer le match contre Zug. Celui-là, il a été perdu sur finalement pas grand-chose, mais il a été perdu quand même. Et Kloten, dans la foulée, bat Zurich une première fois, gagne encore le lendemain le match du dimanche soir. Et Ajoie se retrouve de nouveau à 10 points. Et j'ai comme l'impression qu'avant d'aller à Langnau, certains ont pris un gros coup sur la tête. Je pense que c'est quand même plus ça, plutôt que l'annonce que ce serait Christian Volven qui a prolongé. Parce que entre-temps, il y a eu ça qui a été annoncé. Mais je pense que ça, c'est pas l'explication. C'est plus mental qu'il y a eu un coup. Ouais. Oui, moi aussi, je chantais ça. Messieurs, je vais quand même prendre une question. Je la trouve intéressante dans le chat. Je vais quand même la corriger parce que Jérém nous dit est-ce que Kloten ou Langnau face à Ajoie en play-out peuvent s'en sortir? Ce sera plus Kloten ou Rapperswil, là, soyons honnêtes, parce que Langnau a 10 points d'avance sur la 12e position. Donc, devrait se battre plus pour une place dans le top 10 que pour une place pour sortir des play-outs. Mais est-ce que Ajoie, parce que bon, évidemment, avec la semaine que le HC Ajoie vient de passer, avec le constat de, bon, c'est une équipe qui va terminer en 14e position, c'est négatif. Mais dans l'ensemble du jeu, ils se rendent quand même en prolongation contre l'Automne. Dans les dernières semaines, au volume, Ajoie a quand même réussi à mettre des points en banque. Est-ce que dans une éventuelle, évidemment, on parle au futur, est-ce que dans une éventuelle série de play-out contre Kloten ou Rapperswil, ils ont ce qu'il faut pour se sortir de là? Oui, moi je pense que oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on l'a dit toute l'année, le gap s'est diminué. Moi, j'ai été dur sur mon constat. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont
pas vraiment amélioré, mais de façon générale, on a quand même étoffé le contingent avec Gélina, avec Odette, qui fait quand même une bonne saison. Timashov, ça a été une bonne acquisition. Je pense que Beauclair a fait son job avec Skarsgården en défense, Fischer. Je pense qu'il a étoffé le contingent. Il a un peu plus d'expérience, une équipe qui a un peu plus de bouteilles. Je pense qu'on peut dire que le gap s'est diminué. Et le gap s'est diminué forcément avec tout le monde, mais spécialement avec les moins bonnes équipes de la Ligue. Et moi, je pense qu'ils ne sont pas beaucoup moins forts que Cloton. Honnêtement, la Cloton, ça fait une semaine qu'ils sont en feu, mais jusqu'à la semaine passée, il y a 10 jours, on n'aurait pas été très ajusté avec Cloton. Et je ne trouve pas que Cloton joue très, 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 très bien non plus. Là, il y a un petit peu d'énergie, nouveau coach, mais bon, ils ont gagné avant que le nouveau coach arrive. Mais je ne pense pas que Cloton est beaucoup devant à Joie. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre ces deux équipes-là. Donc, sur une série, franchement, ça va être pour moi, si c'est Cloton. Rappersville, je pense que Rappersville, sur papier, est quand même un peu plus fort. Stéphane, il y a quand même un élément Cloton ne sont pas loin. Il y a un élément qu'on n'a pas encore perçu l'influence, c'est que depuis aujourd'hui, c'est Stéphane Maher qui prend les rênes de Cloton. On sait qu'il a fait du plutôt bon travail avec Turgovie en Swiss League. Là, il se retrouve dans la Grande Ligue. Il y aura probablement un peu d'émulation ces prochains temps, mais on a encore un petit peu de peine à percevoir quel sera le Cloton des derniers matchs de championnat. Moi, je pense qu'il va essayer quand même, connaissant le motivateur, de tirer l'équipe en avant, et je ne doute pas un seul instant qu'elle soit un peu plus haute que celle sous l'ère Larry Mitchell, je parle en général et pas de la dernière semaine. Mais laissons-nous peut-être encore un petit peu de temps. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe de Cloton qui sont nettement en retrait par rapport à la saison passée. Est-ce qu'ils ont surperformé lors de l'exercice précédent qui était le premier en National League? Est-ce que cette année ils sous-performent mais qu'avec un nouveau coach ça va les pousser en avant? Je trouve qu'il y a encore quelques paramètres dont on ne sait pas encore. Par contre, sur Ajoie, il va falloir gagner 4 matchs sur 6, sur 7. Et pour l'instant, j'ai encore pas senti cette régularité qui me permet de dire, sur 2 semaines, cette équipe, elle va livrer des matchs sans baisse de régime, parce que cette inconstance, elle est chronique depuis très longtemps, pour ne pas dire depuis le début de la saison. Et c'est pour ça que moi, je fais pas partie des super optimistes qui disent pas de problème, ça va aller, play-out, on va partir en tout cas à 50% des chances. Pour l'instant, j'ai pas cette impression-là à cause de quelques paramètres qui me donnent cette indication-là. Donc moi, je fais pas partie des super optimistes pour un play-out. Mais un soir de pleine lune, ça peut arriver, quoi. Oui, mais il en faut 4 en 2 semaines. C'est ça. Mais la pleine lune, des fois les 2 jours avant, 2 jours après, on peut confondre. C'est un peu brouillard, tu vois pas bien si la lune est pleine. Donc voilà, peut-être ça peut arriver. Non, mais mine de rien, je pense qu'ils peuvent. Ils ont une chance de s'en sortir. Autant l'année passée, on se sentait loin, et puis si on s'est dit aïe, 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 mais là, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Et puis ils auront une deuxième chance cette année, puis peut-être qu'on peut juste rappeler aux gens que si ce n'est pas Holton ou Viège qui est champion de Swiss League, il n'y aura pas de série, il n'y aura pas de barrage. Donc là, c'est quand même un. Moi, je ne suis pas trop inquiet qu'à jouer. Et puis, les spécialistes de Swiss League, moi, je ne vois pas souvent de la Swiss League, on me dit que Holton. Non. Et là, c'est là, je pense qu'on va sentir le gap. Je l'ai parlé dans mon podcast. On va sentir le gap. Dans une éventuelle Liga Quali, mettons Colton est champion, je pense que on va réaliser qu'à Joie s'est étoffé quand même par rapport à l'année passée, qu'ils ont eu toute la peine du monde. Ça a pris toute la chance du monde, toute la misère du monde pour battre Chaud de Fond. Et là, je pense que contre une bonne équipe de Swiss League, avec Timashov, avec Odette, avec Gélina, avec 2 défenseurs, avec des gabarits des Skragen, etc., avec de la bouteille, je pense qu'à Joie, là, pas trop de soucis à se faire pour moi. Messieurs, d'ailleurs, Steph, tu viens de parler de ton podcast signé Stéphane, le podcast à écouter sur toutes nos plateformes également. Tu parles justement du HC Ajoie. Tu as vraiment étudié cette équipe-là à la loupe. Et messieurs, pour terminer sur l'équipe, il y a une très bonne discussion dans le chat quand même parce qu'il y a plusieurs avis concernant le HC Ajoie. Il y a Hervé qui nous dit, à part quelques furieux sur les réseaux sociaux, nous savons que nous sommes à notre place comme 14e, que nous ferons les play-outs. Par contre, l'apprentissage continue et il faudra encore quelques saisons. On a des gros progrès. On a fait des gros progrès cette année. On sait maintenant défendre, mais on ne sait pas toujours marquer. Par contre, il y a d'autres avis il y a Michael, entre autres, qui dit Cloton a les capacités financières et infrastructures pour être crédible en National League.
Ajoie, après 3 saisons, semble toujours aussi amateur. Est-ce que ça va durer dans le temps en National League? C'est une bonne question, ça. Oui, il y a Hervé qui nous donne l'exemple de Longno et Bienne qui ont fait plusieurs séries de play-out avant de vraiment décoller. Il y a Christian qui nous dit Ajoie, 3 ans National League, toujours dernier, largué au classement. Faut être réaliste, ce n'est pas une équipe de première division. Il y a vraiment là les deux messages. On va résumer parce que sinon on va manquer de temps à la fin. Mais moi, ce qui m'inquiète, et ce que je dis dans mon podcast, c'est que là, dans le moment présent, on se dit ouais, OK. Mais ça fait 3 ans, il n'y a pas beaucoup de progrès. Moi, je pense qu'ils ont progressé un peu, mais au niveau des points, c'est en moins d'1 point par match. Tu es loin du peloton, très loin du peloton. Même si le gap se diminue, puis tu es plus dans le match, puis on a l'impression qu'ils sont un peu plus proches. Tu es quand même loin du peloton. Moi, c'est quoi le projet à moyen ou à long terme? Parce que regardez les transferts l'année prochaine. C'est Arnaud Nussbaumer et Louis Robin, 2 jeunes qui n'ont rien prouvé dans cette ligue-là, qui vont être pas si mal, mais ce n'est pas eux qui vont transporter une ligne à eux tout seuls ou faire la paire de défenseurs qui va améliorer vraiment les paires de défenseurs. C'est quand même 2 jeunes qui ont besoin de leaders avec eux. Et au niveau des transferts suisses, il n'y a rien qui s'annonce. Oui, il y a Cons au but, mais est-ce que Cons est vraiment plus fort que Wolf? Pas sûr. Peut-être un petit peu. Voilà, peu importe. Et c'est quoi le projet? Est-ce que l'année prochaine, on va se contenter encore de 0,8 points par match, puis une saison de 44 points, et puis dans 2 ans aussi? Le problème va rester moins de moyens, régions éloignées, ça parle français, petit, loin des grands centres pour les étrangers. Il y a un paquet d'handicaps. Et moi, je me mets à la place de Julien Vauclair, les gars. Ça doit être un job. C'est le job le plus difficile de la Ligue. Parce que quand tu te trompes à Genève, à Zurich, à Zug, à Lausanne, à Fribourg, à Davos, tu te trompes sur un étranger, tu te trompes sur un joueur, pas grave. On a perdu 300 000 balles dans l'histoire, c'est pas grave. Mais quand tu as joué, tu ne peux pas te tromper. Et puis, honnêtement, c'est tellement dur, il y a tellement peu de joueurs qui veulent aller à Joie. Il faut se le dire, les gars, c'est difficile d'attirer des joueurs à Joie pour toutes les raisons que j'ai. Moi, je me dis, c'est quoi le projet? Si les gens se disent, nous, on préfère perdre, jouer les derniers rôles en National League, comme Langnau fait depuis des années, et puis, mais on va voir Berne, on va voir Lausanne, on va voir Genève, on va voir Zurich, puis Davos. On préfère ça que de gagner en Swiss League contre Turgovie, puis Ticino Rockets, puis Bellinzona Rockets, etc. Ben moi, je me dis, OK, parfait, si tout le monde suit, les spectateurs suivent, les sponsors suivent, ben on va rester... La Joie va devenir un nouveau Langnau, finalement, où on va se contenter de peu. Puis les fans sont bien au fait de la situation, ils comprennent, et puis ils vont être compréhensifs, mais ils vont quand même aller s'amuser au match. C'est ça le défi. Et pour finir sur la Chajoie, messieurs, parce qu'on doit avancer, il y a Anto qui dit pas de match de promotion-relégation, c'est également pas de rentrée d'argent supplémentaire pour le HCA. C'est un couteau à double tranchant. Oui, tu sécurises ta place en National League, mais en même temps, c'est vrai que c'est de l'argent précieux qu'il n'y aura pas. Messieurs, on va avancer dans le classement avec le HC Bienne. Ouais, bien, on a beaucoup parlé blessures dans les dernières heures, puisque le match s'est plutôt mal terminé en ce qui concerne l'effectif, avec les blessures de Noah Delémont, de Jérémy Berchi, de Damien Brunner. Entre-temps, il y avait eu Kristen qui était annoncé blessé juste avant le match. Donc, on repart blessure. C'est vraiment un cruel destin, parce qu'en début de semaine, tout le monde dit Bienne peut enfin jouer avec un effectif au complet. Et puis, patatras, là, j'ai envie de dire, un petit peu tout recommencer. Par contre, il y a une info qui vient de tomber, c'est que Berne garde Poca. Donc une chose est sûre, c'est pas Poca qui va dépanner en cas de blessure supplémentaire ou de problème en défense. Donc là, c'est un cas qui est réglé. Par contre, il y en a d'autres. On se demande si l'équipe va maintenant aller chercher les joueurs placés à Chaux-de-Fonds, à Martigny. Va falloir de nouveau aller puiser là-dedans. Ouais, même Ramon Tanner, qu'on peut penser à Langnau, qui joue sur un premier bloc, donc depuis quelques semaines, qui a un rôle à Langnau, qui prend de l'expérience. Évidemment, ça, c'est un joueur biennois qui peut être ramené. Ça a vraiment été une soirée, une journée en montagne russe pour Damien Brunner, parce qu'il a marqué, on a annoncé sa prolongation de contrat d'1 an, et il se blesse. Donc, vraiment, il est passé par toute la gamme d'émotions, notre cher ami Damien, hier. Oui, tout à fait. Bon, là, Damien, je pense que ça va être court terme. Je pense pas que c'est un long terme. Je me garde une petite jeune quand je dis ça, mais il a quand même essayé après, donc c'était pas un gros truc. Jérémy Verchi, je pense que c'est l'épaule. Il est rentré l'épaule droite dans la bande. Ça sent une petite fixation, une petite entorse. Je pense pas que c'est du long terme. Par contre, pour Noah Delémont,
de ce que j'ai appris de la part de ses proches, on craint, il y avait une forte suspicion que ce soit les ligaments croisés et que sa saison soit terminée à Noah. Donc, ça aurait été vraiment un calvaire pour lui cette saison, 2023-2024, à oublier. Entraîneur, pas beaucoup de glace. Là, il a mis... Noah s'est blessé en jouant à l'avant. Donc, Brunner s'est blessé. Le coach l'a envoyé à l'avant à l'aile droite. C'est en entrée de zone à l'aile droite. Il a voulu faire un tour sur lui-même. Un petit peu de maladresse, un petit peu de malchance, etc. Puis il s'est fait le genou gauche. Évidemment, on ne refait pas l'histoire, mais donc il aura du temps pour se soigner. Mais c'est ce que j'ai essayé un peu de les encourager hier soir, la famille d'Éléments, en se disant, quand tu te fais une grave blessure, tous les joueurs passent, il y a un moment dans la carrière où ils ont des blessures conséquentes. Ça fait partie de la vie d'un joueur de hockey. Quand tu te blesses les croisés au mois de septembre, ta saison, c'est terminé. Quand tu te blesses fin janvier, début février, surtout, tu as les 6 mois qui viennent pour te préparer. Tu vas perdre tu ne joueras pas à la fin de saison. De toute façon, je ne jouais pas beaucoup, c'est compliqué. Donc, tu ne joueras pas à la fin de saison, mais tu as tout l'été pour te remettre. Il n'y aura pas de stress et tout, puis tu vas pouvoir, je pense qu'il va pouvoir probablement commencer la prochaine saison dans de bien préparé, etc. Donc, c'est le timing n'est pas si mal que ça, finalement. Puis on sait qu'avec les croisés, suivant la blessure, tu peux t'entraîner, tu peux pédaler, il y a des trucs, tu peux marcher. Donc, ce n'est pas trop handicapant et ça ne le retardera pas trop dans sa préparation pour la saison prochaine. Mais quelle saison à oublier. Difficile mentalement, moralement pour Noah Delémont. Ouais. Messieurs, je vais quand même dans le chat, Steph. Il y a Kevin qui lance à la blague. Bon, Delémont, il n'y aura plus vraiment de questions sur pourquoi il ne joue pas. Maintenant, on saura pourquoi. Blague à part, il lui souhaite un bon rétablissement. Il y a une question de René qui demande, à un moment, il faudra se demander pourquoi Bien a autant de blessés. Jérém lui répond, pendant un moment, à Fribourg, on avait aussi plein de blessés et le sujet de la préparation physique était sorti. Ça, c'est quand même un sujet qui fait le tour de la planète sportive parce que même à Montréal, ils sont exactement dans la même situation. Le Canadien de Montréal a énormément de blessés. Ils ont changé tout le staff médical. Ils essaient justement de préparer différemment les joueurs. Résultat, ils ont tout autant de blessés cette année que l'année passée qu'il y a 2 ans. C'est délicat, quand même. C'est délicat. Une part de chance. Des fois, quand c'est des blessures musculaires à répétition, etc., tu peux te poser des questions. Des blessures au dos, tu peux te poser des questions. Mais quand hier, il tourne, tu te fais le genou. À un moment donné, c'est de la malchance. Quand tu reçois un puck sur le pied, tu te casses un pied. Ça n'a rien à voir avec la condition physique. Donc, moi, je pense qu'il y a une partie de chance. Il y a une partie style de jeu aussi. Donc, quand tu joues très agressif, Genève, pendant des années, a eu beaucoup de blessés. Souvenez-vous, mais ils jouent un style très agressif au foreshaking. On complète les mises en échec. C'est un style de jeu un peu plus kamikaze. Ça fait que tu t'exposes aussi. Hein? Il y a aussi des joueurs qui sont plus fragiles, tout simplement, physiquement. Ils sont naturellement, et on le sait, quand on voit le CV de certains joueurs, on remarque que saison après saison, ils ratent un tiers des rencontres. Et je pense pas que c'est le fruit du hasard, c'est que leur corps est peut-être aussi différemment fait. Je veux dire, un Luca Conti qui peut dire au début de la saison, on sait qu'il va faire 50 matchs. On sait déjà qu'il ne va pas les faire. Par exemple, je pense à lui. Il est à Bienne. Ouais. Voilà. Brunner aussi, il est exactement. Blessure. Bon, après ça, en fin de carrière aussi, tu as peut-être des petits bobos qui ressortent plus facilement. Mais Brunner, des fois, quand tu vieillis aussi, tu es un petit peu plus maladroit, entre guillemets. Tu perds une fraction de seconde qui fait que tu évites moins bien les contacts, etc. Donc, c'est difficile de théoriser là-dessus. On parle de ça à Fribourg-Gotteron. On a changé de préparateur physique. On dit que depuis ce temps-là, on a moins de... Et voilà. On est dans l'intangible un petit peu. Il y a des trucs qu'on peut évaluer. Qu'est-ce qui est de malchance? Qu'est-ce qui est de conditions physiques? C'est très, très dur de faire des théories là-dessus, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des années aussi, tu as simplement la poisse. Moi, je pense que dans le cas d'Élémont, c'est la poisse. Berchi, c'est la poisse. Il y a l'exemple parfait, et d'ailleurs, ça vient de ressortir. Thierry vient de nous le dire dans le chat. Il y a l'exemple parfait. Il y a une part chance là-dedans. Et Phil Kessel, avec son hygiène de vie, loin d'être irréprochable, on va le dire comme ça. Le mec est quand même... Un homme de fer. L'homme de fer de la Ligue nationale. L'histoire de la Ligue nationale de hockey pour le nombre de matchs consécutifs joués sans être blessé, sans être sorti. Donc, il y a un facteur chance qui existe. Les hot dogs, les gars, les saucisses hot dogs aux États-Unis protègent les articulations. C'est connu. Ça rajoute une petite couche de graisse, là. Ça huile bien les... Beaucoup de ketchup. C'est bon.
On n'est pas tous égaux par rapport à la santé à Non. la naissance. Je crois qu'il faut Non, quand non, même non. en être conscient dès le départ. Et il y a aussi cet aspect-là qui doit rentrer en ligne de compte. Moi, je me suis quand même posé la question, la signature de Damien Brunner, franchement, il y a 2 mois, je ne l'avais pas vraiment imaginé. Puis après, en Non. voyant qu'il y avait beaucoup de départs à Bienne, C'est ça. que ce serait peut-être un petit peu plus compliqué de tous les remplacer, hein, tous ces joueurs C'est qui ça. ne sont pas des seconds couteaux qui s'en vont. Ouais. Ben finalement, Damien Brunner, qui fait quand même pas une grande saison. Là, j'ai vu, il a 5 matchs, 8 assists. Il est pour l'instant en points par match sur sa pire saison de National League depuis 15 ans. Donc, je me suis dit, bon, Brunner, c'est peut-être la fin, ça sent un petit peu. Et puis, ben, je pense que le HCBL en a aussi un peu besoin d'un leader comme lui. Ben là, honnêtement, c'est ce que j'ai dit. Là, les joueurs, avec tous les départs annoncés de vétérans, de joueurs établis, Steineger se retrouve dans une mauvaise position. Parce que là, les autres qui sont là, qui sont en place, ils deviennent presque essentiels. Là, tu es obligé de leur faire une offre et de les convaincre de rester. Donc, le pouvoir de négociation, il était clairement bon. Je pense que Brunner n'a plus besoin d'argent, mais je pense qu'il avait quand même un gros bout dans la négociation de son contrat en disant, bon là, vous ne me faites pas une offre décente, moi je vais arrêter, je n'ai pas besoin d'argent, mais je sais que vous avez besoin de moi. Donc, Steineger se met dans une position vulnérable au niveau de la négociation parce qu'il a besoin, il est demandeur tout à coup, lui qui voulait être en position de force, puis qui a, comme on dit au Québec, qui a boqué sur certains contrats, il a perdu des joueurs parce qu'il s'est entêté à ne pas leur donner l'argent pour pas se mettre au niveau du prix du marché. Peut-être qu'il a eu raison dans certains cas, mais à un moment donné, il faut que tu t'adaptes. Puis on sait ce que j'entends de Steineger dans le milieu maintenant, c'est qu'on dit il s'entête à dire non, ça ne vaut pas ça, je ne paierai pas aussi cher que ça pour c'est trop élevé les salaires, les joueurs ne méritent pas ça. Mais à un moment donné, si tout le monde le donne, si les gars obtiennent ces contrats-là, c'est que c'est le prix du marché. C'est comme le gars qui va acheter une maison, on va dire les prix sont trop chers, je n'achèterai jamais à ce prix-là. C'est le prix, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a une loi du marché, on dirait qu'il se bute contre cette loi du marché. Tout ça pour dire que dans le cas de gars comme Brunner, là, il se retrouve dépendant. Il s'en dit, il a probablement dit, là, ça m'arrangerait vraiment que tu fasses une saison parce que là, mon équipe s'en va à nulle part. Donc là, tu t'exposes aussi, tu es une position vulnérable. C'est toi le demandeur après. Donc, je pense que si la stratégie est à refaire, s'il pouvait mettre la fameuse cassette en arrière, Steineger au printemps passé, je ne suis pas sûr qu'il referait les choses de la même façon. Non, mais Brunner aura son importance aussi niveau, justement, expérience, niveau accueillir les nouveaux dans l'équipe et tout. C'est sûr et certain que c'est une signature avec beaucoup de soulagement pour Martin Steineger, cette reconduction pour un an de Damien Brunner. C'est un bon gars, c'est un gars qui dégage la joie de vivre, il sourit, les fans l'aiment, il a un côté spectaculaire. Oui, il a ralenti, il connaît une saison compliquée, mais ça reste un joueur En même temps, il faut accepter que son rôle va probablement changer l'an prochain aussi. Comme Julien Springer un peu. Exactement, mais les deux joueurs ont leur importance. Messieurs, on va avancer, on va parler maintenant de Genève Servette. Et moi, je vais tout de suite poser une question. Faut-il peser sur le bouton panique à Genève? Parce que non, le classement n'est pas désastreux. Les résultats, il y a une victoire à Lugano mardi, il y a 2 défaites ce week-end, une contre Langnau et l'autre contre Zurich. Évidemment, Zurich, c'est une machine de hockey. Mais moi, je pose surtout la question dans la manière dont Genève, en ce moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'émotion. Il n'y a pas ce sentiment d'urgence. On dirait qu'ils sont pas... Petit à petit, les équipes commencent à se mettre en mode playoff, commencent à penser aux playoffs. Évidemment, ce sera plus tangible après la pause nationale en février. Mais depuis le début de la saison, je ressens pas la même soif de titre. D'ailleurs, je viens de le lire, Didier qui dit qu'Adieu a soif de titre. Je sens pas ça chez les joueurs depuis le début de la saison de Genève Servette. J'ai l'impression qu'ils se trouvent beaux, forts, bons. Ils sont champions en titre. Mais tu peux pas faire une saison que là-dessus. À un moment donné, il faut aussi que les bottines suivent les babines, comme on dit au Québec, que les actes suivent les paroles. Et à Genève, même si on vise encore le titre, on est loin d'avoir une équipe qui peut vraiment rivaliser avec les premiers de classe dans le championnat cette année. Et c'est là où je me dis, est-ce que c'est pas le temps, avec 10 matchs à la saison, de peser sur le bouton panique et de faire passer des messages? Je pense que quand on voit un petit peu ce qui se passe, pas sur la glace, mais en dehors,
il y a cette prise de conscience. J'ai l'impression que quand on voit comment réagit Marc Gauci dans la tribune, tiers après tiers, quand on entend Yann Cadieux après les matchs et tout, je pense que en dehors de la glace, on en est de plus en plus conscient qu'on se rapproche d'une période où ça va devenir vraiment stressant, pressant maintenant. Mais est-ce que sur la glace, ça transparaît ? J'en ai encore pas l'impression. Là, on est à 2 victoires en 7 matchs, quoi. Alors qu'on s'attendait tous à une montée en puissance. Et franchement, j'ai pas d'explication, si ce n'est dans la tête, que les joueurs ne sont pas conscients que, comme tu dis, il faut arriver à monter le curseur avant d'en arriver à cette panique. Parce que des fois, la panique, elle peut être bonne, mais elle peut pas toujours être trop bonne non plus, quoi, hein. Ça peut être mauvaise conseillère aussi, quoi. Donc là, moi je trouve qu'il y a quand même peu d'évolution. Il y a toujours beaucoup de joueurs qui sont en deçà de ce qu'ils sont capables, de ce qu'ils ont montré, et puis des joueurs majeurs dans l'équipe. Et finalement, les matchs passent. Et là, on va vraiment arriver dans une période cruciale. Vous avez vu le calendrier des Genevois, là, hein. Ils vont affronter Cloton 2 fois à Joie. Donc, je pense dans l'idée de tout le monde, c'est 9 points. Hein, c'est clair. Je pense que tout le monde est parti de là. Avec 9 points, on se replacera au classement. Donc, tout est beau. Mais même s'il y a ces 9 points, la situation, elle va quand même pas être décantée vraiment. Et il va quand même falloir enchaîner et sans jouer contre les 2 derniers du classement après. Hein. Donc, je pense que maintenant, comme tu dis, je peux imaginer, mais les solutions, elles sont peut-être pas aussi simples que de le dire. Et je pense qu'ils se le répètent, qu'on leur dit, les gars, faut y aller maintenant. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence dans le jeu de Genève Servette, honnêtement. Le week-end passé, ce qui est difficilement explicable, c'est le match à Langnau. Évidemment, on dit, match à Langnau, c'est un must-win. Tu perds à Langnau, c'est une honte. C'est comme ça qu'on pense dans cette ligue-là. Si tu vas à Langnau et tu perds, c'est un mauvais match. Mais il n'y avait vraiment pas d'urgence dans leur match de vendredi. C'était une déception. Puis c'était même pas proche. Ils perdaient 3-0 un temps, etc. Ils n'ont pas été proches. Là. Si tu vas là, tu perds 4-3 en prolongation. Ou, voilà, il y a des configurations de match qui font que, mais là, c'était vraiment un non-match de leur part. Ça, c'est difficile à ce stade-ci de la saison, en connaissant leur situation, d'aller là puis de perdre de cette façon-là. Ça fait mal. Samedi contre Zurich, honnêtement, Zurich est vraiment bon. C'était un super bon match de hockey d'une qualité qu'on a rarement vu cette année. J'ai vu des Fribourg-Zurich aussi qui étaient assez intéressants. Tu avais 2 bonnes équipes sur la glace. Par contre, Genève a été moins bonne que Zurich dans les petits détails. Zurich est très, très bon. Et en deuxième période, il y a eu des jeux de transition. On a eu Lettonen à la pause, le défenseur de Zurich à l'entrevue, puis il disait en première période, avantage à Genève parce qu'ils ont été plus rapides que nous. On a de la peine à matcher leur speed, leur vitesse. En deuxième période, je peux vous dire que le message a passé dans le vestiaire parce que Zurich a mis le turbo. Et là, les contre-attaques, les transitions rapides, Zurich a marqué de superbes buts sur des transitions rapides où on a mis la défensive dans le vent. Et il y a eu, Berton nous a dit à la deuxième pause, on a fait des erreurs individuelles au forechecking, etc. Et il avait raison. Genève a été moins bon. Dès que l'autre équipe a accéléré, ils ont été perdus. Et puis, les petites erreurs que tu peux faire contre des moins bonnes équipes, là, ils les ont payées cash. Ouais. Messieurs, moi, je me tourne dans le chat. Il y a beaucoup de commentaires sur Genève Servette. Évidemment, la motivation de la CHL versus l'inconstance en saison revient. Il y a également Lucas qui dit quand je vois comment Artikainen joue cette saison, j'ai l'impression qu'il y a quand même une part de foutage de gueule. Il y a également Claude qui nous dit Omar et Tom Ernest n'ont pas été remplacés par des joueurs de plus ou de même valeur que ce qu'ils étaient, ce qu'ils représentaient pour Genève Servette. En plus des joueurs trop vieux, ça explique le classement. Il y a également des questions par rapport aux blessés. Est-ce qu'on a des nouvelles sur les retours de blessés? Winnick devrait revenir pour les playoffs ou play-in. Winnick, mais dans quelle forme ce sera? Parce que si c'est une blessure à un genou, ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse un petit peu de remise en forme pour retrouver sa game shape. Puis il était déjà pas terrible avant. Exact. Le défenseur, Lindstrom, ça semble clairement être une commotion. Donc, il fait des allers-retours, ça va mieux, ça va moins bien. Exactement. C'est pas une ligne droite, c'est difficile de juger. Mais messieurs, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'interpelle. Je sais que vous en avez parlé un peu en studio avec l'entraîneur des gardiens, Sébastien Beaulieu. Mais Roland revient avec la question, que se passe-t-il avec Gauthier Desclous? Maillère à Langnau, c'est une vraie blague. Y a-t-il un problème entre Cadieux et Desclous? Est-ce que
il ne s'explique pas. C'est un très, très long message. Il ne s'explique pas la décision de mettre de côté Gauthier Desclous de la sorte. Puis honnêtement, messieurs, je partage son avis parce que Gauthier Desclous, en début de saison, il a tenu le fort pendant certains matchs. Oui, on sait, on parlait de blessures. On sait que Gauthier Desclous est fragile. Mais reste que Gauthier Desclous, lorsqu'il était dans la cage, donnait plus souvent qu'autrement une chance à son équipe de gagner. Robert Maillère, cette saison, il a de la difficulté à arrêter un ballon de plage sur certains matchs. Il donne toujours 1 ou 2 mauvais buts par match. Dans des matchs serrés, c'est le 1 ou 2 buts qui fait la différence pour l'autre équipe. Olki Nuora, dans l'ensemble, j'aime bien ce gardien. Il fait du bon boulot, mais que se passe-t-il? Pourquoi ne pas faire un vrai ménage à 3? Parce que là, j'ai l'impression que Gauthier Desclous est vraiment juste tassé, vraiment juste exclu de la formation de Yann Cadieux. Ça ressemble à ça, oui. Moi, je le ressens aussi un petit peu comme toi. Soit il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas par rapport à Gauthier Desclous, qu'il a un souci physique, et c'est pour ça qu'on ne veut pas trop miser sur lui et qu'on préfère lire autant avoir Maillère, qui pour l'instant n'a pas élevé du tout le curseur, fait partie de ces joueurs-là, mais qui est en santé, et s'il y avait un problème Olkinora, on sait qu'il sera au moins valide et puis qu'il est capable à l'émotion de... Il a des qualités, on n'en doute pas, hein, mais elles ne sont pas toujours démontrées. Voilà, est-ce qu'il y a cette question-là ou alors vraiment il y a un souci avec Gauthier Desclous? Je veux dire, Sébastien Beaulieu n'a pas vraiment répondu à cette question-là. Il a en touche. Ouais. Voilà, mais sûrement qu'il a des bonnes raisons aussi. Et tout ça, etc. Il a noyé le truc, évidemment, on ne veut pas... c'est pas le temps de sortir des trucs sur Genève Servette. Ouais, voilà, moi, il y a des trucs qui sont venus à mes oreilles que je ne peux pas forcément toujours répéter, mais c'est une situation difficile à vivre pour Gauthier Desclous. Il a clairement été plus ou moins numéro 2 l'année passée. Dans les playoffs, c'est pas lui qui a joué. Maillère était tellement bon que voilà. Et puis cette année, il a vraiment senti que la confiance n'était pas là. Il n'a pu jouer depuis début décembre, etc. Voilà. Donc évidemment, le joueur n'est pas forcément heureux. Et puis quand tu n'es pas forcément heureux, tu demandes à ton agent de regarder. Et puis après, le directeur sportif n'est pas obligé de dire oui ou non. D'ailleurs, Gauchi a dit dans un très, très bon article de Cyril Page dans le matin.ch, il a dit qu'il a été nébuleux sur l'avenir de Gauthier Desclous. Il a avoué qu'il y avait une proposition le concernant qui pour lui, ne faisait pas de sens. Parce que tu ne peux pas prêter Desclous dans une équipe qui est en compétition pour toi pour une place dans le top 6 et qui va peut-être jouer contre toi en play-in. Donc, suivez mon regard, tu ne peux pas aider Bien ou Lugano. On s'entend. Et en donc, plus... Ou les deux en même temps en faisant une rocade à 3, par exemple. Il faut garder en tête, Steph, aussi, que si une 10e licence étrangère est activée par Genève Servette, par exemple, pour un attaquant, pour éventuellement aider en l'absence de Winnick, ou même en play-off, si Olki Nuora n'est pas devant la cage, il faut 2 Suisses devant la cage. Et je pense que Genève préfère avoir Maillère et Desclous d'ici la fin de la saison que Maillère et Dieu seul sait qui est disponible. Tout à fait. Soit dit en passant, Gauchi a affirmé que Maillère serait genevois l'année prochaine. Donc, Maillère a re-signé. Ça s'est entendu pour une reconduction de contrat. On ne sait pas ce qui va arriver avec Olkinora. Mais c'est vrai que c'est un peu... tout le monde botte en touche dans cette histoire. Évidemment, il y a toujours des trucs qui viennent à nos oreilles qu'on ne peut pas toujours répéter, qui viennent près des vestiaires. Mais ça ne doit pas être... Gauthier Desclous ne file pas probablement le parfait bonheur. Et c'est les aléas d'une carrière de joueur. Mais ultimement, si je regarde ça froidement puis je ne prends pas compte de l'état émotionnel peut-être de Desclous puis de la saison de Maillère, je pense que Gauchi, la meilleure move de Gauchi. On ne peut pas dire que Gauchi n'a pas tout fait pour améliorer cette équipe-là cette année. Il est allé chercher Bernier, il est allé chercher Onka. Il a bougé, honnêtement. Il est allé chercher Olkinora. Appelant en début de saison, il a allé chercher Olkinora. Puis Olkinora, je pense qu'il avait identifié un des problèmes de Genève avant Noël, c'était clairement les gardiens. Maillère ne fait pas le job, on le répète soir après soir. Et à moins de 88 %, c'est 6 % de moins d'arrêts qu'il avait en play-off l'année passée. 6 % de moins, c'est 2 buts par match. C'est énorme, là. C'est pas du tout le même Maillère. Et puis, Gauthier Desclous faisait le job correct, tout. Puis finalement, il ne semble pas être des bons papiers pour des raisons qu'on ne connaîtra pas et qu'on se doute un peu. Et puis, la meilleure move de Gauchi, c'est d'aller chercher Olkinora.
Donc, l'équipe a quand même fait ça avec Kimura et il fait le job, le garçon. Et c'est ça qui a semé la zizanie, évidemment, parce que là, il y a un gardien de trop. Sauf que, comme directeur sportif, tu es obligé d'agir là où ça ne va pas, puis ça n'allait clairement pas au poste de gardien. Et ce qui est étonnant, c'est que malgré tout ça, on va signer Robert Mayer en se disant que finalement, on va se dire que c'est qu'une saison comme ça. Il a été tellement bon en playoff. Merci pour le service rendu. Et là, si vous regardez froidement les performances, vous signez Mayer, vous, les gars? Moi, personnellement, non. Non. Honnêtement, et je l'ai déjà dit, pour moi, j'aurais préféré un tandem Holkin-Noura des Clous. Surtout que Desclous est déjà signé à long terme à Genève. Moi, je serais allé dans cette direction-là pour la prochaine saison. Ouais, 2 ans de contrat Desclous. Est-ce qu'on va signer Mayer que pour une année? Parce que la question que je pose qui dérange un peu, c'est si Genève ne signe pas Mayer, est-ce qu'il se retrouve un contrat facilement, Mayer? Ailleurs, dans la Ligue? Et il va rester quoi, 1 an à Stéphane Charlin à Langnau? Est-ce que rapatrier Charlin dans 2 ans, ça pourrait être une solution? C'est de la musique d'avenir, mais messieurs, on va revenir au plus concret. Oui, parce que le temps file. Et on va passer... On parle, puis on n'avance pas finalement, mais le temps file. Faudrait faire un overtime en prolongation. Messieurs, on va passer maintenant au Lausanne Hockey Club. Ouais, c'est un coup de sac perdant pour les Lausannois ce samedi à Lugano. J'ai eu la chance de me rendre voir ce match. Finalement, c'était pas autant de chance que ça concernant la prestation lausannoise. Parce que... Régis, je t'arrête. Le plus important pour moi dans ce que tu es en train de raconter, c'est quelle était la température à Lugano samedi? 16 degrés, voilà. La température. Voilà. C'est pour ça que je dis la chance. Parce que moi, j'ai vu passer une photo avec un coucher de soleil. Tu étais au bord du lac avant le match. Tu es parti plus tôt. Mais oui, le voyage est long. J'aime toujours partir avec un peu d'avance, me relaxer un peu et remettre la pression pour le match. J'ai un peu ma routine. Je suis comme les joueurs. Hein. Je suis un vieux commentateur, donc j'ai aussi mes routines. Je vous le cacherai pas. Non, mais trêve de plaisanterie. Vraiment, il y a des choses qu'on n'a pas compris du haut de la tribune de presse. C'est que l'entraîneur a fait un gros coup de sac après la victoire de vendredi 4-2 face à Ajoie. Il a changé ses 3 premiers blocs. Alors, logiquement, Raffel n'est plus malade. Il faut le faire revenir. Il a déjà que 3 matchs cette saison. On connaît l'importance. Il a été plutôt précieux ces 3 matchs. Qu'on le réinsère bien, ça veut dire qu'il faut sortir un étranger. Premier constat, on se dit, pas là, il était quand même pas si mal. Stéphane, tu as mieux vu le match que moi vendredi. Il était pas si mal, a priori. Ça va pas trop mal avec pas là. Pas là. Voilà. Bon, moi je m'attendais à ce que ce soit Kovac qui boive la goutte sur le coup. Non. Et puis, les 3 premiers trios changés complètement. Inédit, voilà, on peut le dire comme ça. Bon, le match commence et Lugano sortait d'un derby contre Ambry. Il fallait s'attendre à ce que ce soit pas un Lugano flamboyant. Il l'a pas été au premier tiers. Et les Lausannois, contrairement à ce qu'ils avaient fait lors du premier match disputé à Lugano, ils n'ont pas du tout répondu. Ils n'ont pas été dangereux. Il n'y a pas eu de match. Deuxième tiers, Lugano rentre vraiment pleinement dans le deuxième tiers et Lausanne n'y est pas. Et finalement, il n'y a eu à aucun moment de révolte, à aucun moment une équipe qui semblait être venue avoir fait ses 4 heures de déplacement pour gagner, pour vraiment mettre la pression sur l'adversaire. Match 100, franchement, il y a des questions qui se posent sur ces choix et sur ce que ça a peut-être déstabilisé dans l'équipe. On a le droit de le penser. Ah, mais tout à fait. Tout le monde a ressenti la même chose. Tout le monde a été étonné. Il a été étonné de sortir à Pala. Si tu ne sors pas à Pala, tu restes sur Mela à Pala, tu peux mettre Raffel à sa place. Tu laisses les 2 autres trios intacts. Là, tout à coup, Sekac, Rochette, Ria, ils ont toujours eu pas mal de succès ensemble. Il défait ce trio-là aussi. Il met Kovacs avec Rochette et Ria. Kovacs, Rochette, Ria, ils ont joué ensemble, mais avec un peu moins c'est quand même eux qui ont marqué le but, mais moins de succès qu'avec Kovacs. Et tout à coup, on avait à l'entraînement la semaine passée, je sais qu'à un moment donné, il faut qu'il s'entraînait à l'aile gauche avec Suomela. Ça faisait pour moi du sens. Là, non. Là, il met Boson. Il met Sekac avec Jagger, alors que sauf erreur, ils n'ont jamais joué ensemble. Alors, voilà. Des fois, tu peux juste changer un truc. Tu dis, bon, je change une pièce, puis je ne fais pas tout le puzzle. Là, il a fait tout le puzzle. Je ne sais pas s'il a
le coach a regardé le match à la vidéo en s'en allant dans le car samedi, puis il a vu des trucs qui ne lui plaisaient pas, puis il a dit allez, j'essaie un truc, on regarde, on va essayer de trouver peut-être des trucs pour les playoffs, peut-être surprenant. Ouais. Genadzi annoncé malade, Marty blessé, donc 6 défenseurs, il y a Lovax plus de temps de glace. Il y avait 19 joueurs dans le line-up, Lausanne. Ouais, c'est pas une excuse, Stéphane, ça. Ouais. Non, mais c'est étonnant. Non, pas du tout. À 19, ça va très bien. Hein, même on est à 18, d'accord. tu peux jouer dans cette ligue-là. C'est juste que c'est la première fois parce que depuis le début de l'année, il a des problèmes de surnuméraire. Et puis là, tout à coup, tu mets 19 joueurs sur la feuille de match. Je sais pas. Bref. Moi, Steph, ce que j'aime pas, puis je comprends que peut-être que Jeff Ward, en ce moment, veut se donner plus de munitions, veut essayer des duos, des trios différents en vue des playoffs. Mais essaye-le quand tu as eu de l'entraînement. Essaye-le un match du vendredi quand tu as eu mercredi, jeudi d'entraînement pour essayer de gagner déjà des automatismes entre certains joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Mais de passer du match de vendredi au match de samedi, puis de lancer les dés, puis OK, qui joue sur le premier trio, ce sera ces gars-là. Non, pour moi, je trouve qu'il y a un manque de ligne directrice, même à envoyer aux joueurs. Moi, je trouve que c'est ça. J'espère que tout le monde voit comment on perçoit les entraîneurs, nous. Non, mais écoutez, nous, on est là et on n'a pas toujours tous les éléments en main. Il y a peut-être un qui a mal au ventre, un qui a mal à un genou, l'autre il est allé vers le coach en disant moi, je ne veux plus jouer avec un tel, c'est compliqué. Moi, j'ai passé de temps de glace. Donc, évidemment, il y a des sollicitations, puis après, tu vas aussi un petit au feeling. Moi, spontanément, Raffle, avec ce moment-là, j'ai de la peine parce que je trouve que Raffle n'a pas tant de vitesse. J'ai beaucoup aimé la ligne Boson, Jagger, Raffle. Il l'a défait. Moi, j'ai trouvé qu'elle a été très bonne contre Zug, elle a été très remuante aussi. Et il l'a défait. Sekat, Ria, Rochette, ça marche relativement bien depuis le début de l'année. Si vous regardez les stats, à tous les matchs, ils marquent des buts quand ils sont ensemble. On l'a défait. Là, tu envoies Boson sur le premier bloc avec Suomela. Si Boson sur le premier bloc avec Suomela, ça, on ne l'a jamais encore vu. Je ne sais pas, il y a des petites. Je sais pas, il a défait des trucs qui me semblaient évidents. Et puis Kovacs, c'est pas compliqué. Il ne joue pas du bon hockey avec qui que ce soit. Donc là, si on met là, vendredi, il faisait ce petit saut d'humeur visiblement. Et les gens l'ont remarqué un peu. Il n'a pas l'air d'être content avec qui il jouait. Peut-être qu'il a dit à ce moment-là, je vais te changer tes alliés pour te rendre heureux parce que c'est quand même ton meilleur joueur, tu veux le rendre heureux. Mais au bout d'un moment, si tu fais ça puis tu défais toutes les chimies, ces autres blocs. La quatrième ligne semble assez établie, les joueurs de la quatrième ligne. Talman, Cannons, Pelleretti de temps en temps, puis Holdener. Ça, c'est tes 4 joueurs de la 4. On s'entend. Le reste, après, c'est un puzzle. Puis tu dis, t'en mets un là, ça fait ci, ça fait ça. Je pense qu'il veut garder Kovacs impliqué parce qu'il se dit en play-off, s'il y en a un qui se blesse devant, il faudra qu'il rentre, le grand garçon. Mais il ne semble pas impliqué avec qui que ce soit. C'est le genre de joueur. Stéphane, on peut pas. C'est le genre de joueur qui est sur son propre programme. On peut pas l'imaginer qu'il le met en valeur parce que Kovacs est encore sous contrat. Si peut-être il y a une équipe qui pourrait être intéressée, il faudrait plutôt le faire jouer que le faire regarder les matchs en tribune. Je ne sais pas si, parce que ça sous-entend que Foust a demandé au coach de le faire jouer parce que ça me rendrait service qu'on puisse s'en débarrasser. Que Lausanne veuille s'en débarrasser, je n'ai pas d'infos, mais je ne serais pas surpris. C'est ça. Par contre, est-ce que le coach va dire attends, moi je vais aller à Lugano puis je défais mes chimies de bloc, etc., rendre plusieurs joueurs inconfortables, mon équipe inconfortable pour que tu te débarrasses de Kovacs? Ils l'ont déjà vu jouer. Mais ça fait du sens ce que tu dis, mais ça implique beaucoup de choses. Comme coach, tu dis attends une minute, là, moi je veux gagner, je veux top 4, là, on ne peut pas échapper notre place. À Lugano, si Lausanne gagnait à Lugano samedi, là, c'était presque un top 4 assuré. Là. Ça aurait été là, tu as dit que là, c'était un match à 6 points, Lugano se rapproche, puis tout à coup, là, tu te retrouves pas loin de la 5e. Bon, peu importe. Bref, ça a été étonnant. Tout le monde a été un peu surpris de se découvrir ce line-up-là. Je pense que les joueurs aussi. Mais voilà, je pense que Ward, on ne peut pas trop le critiquer depuis le début de l'année. C'est des choix. Pour finir avec Lausanne, il y a Lucas qui dit on a l'habitude à Bienne des tirages de boules de loto pour faire les line-up. Tout le monde dit ça. Mais si on a pris beaucoup de temps au départ, donc on doit avancer. Je vais me garder 2 minutes parce que justement, Lucas avait une question d'arbitrage qu'on va garder à la toute fin pour toi, Steph. Donc on va tout de suite aller du côté de Fribourg-Gotteron. Un ami ou prendre un 55 compose déjà, il nous reste 10 minutes à l'épisode. On passe à Fribourg, messieurs. Fribourg-Gotteron qui est dans une course à finir avec Zurich pour le premier rang du classement. On préparait l'émission d'aujourd'hui.
tout est en vert à Fribourg. Honnêtement, tout va très bien à Fribourg. J'ai l'impression là, que tout le monde touche du bois pour que ça continue du côté des Dragons parce que, bon, là, il y a aussi des blessures qui reviennent avec, entre autres, Nathan Marchand qui a repris son poste sur le premier trio avec Sorensen et avec Wallmark. Je l'avais à l'interview à la fin du match et il m'a dit, honnêtement, je suis surpris de voir le niveau que j'avais. Ça a bien été. En plus, on était en station, donc on sait que l'altitude vient quand même gêner certains joueurs. Et là, il venait de manquer un peu plus d'un mois d'activité. Donc, niveau game shape, ça allait pour Nathan Marchand. Il a joué un bon match. Dans l'ensemble, honnêtement, moi, j'étais du côté de Davos. Solide match de Fribourg-Gotteron. Un peu de frousse parce que c'était Loïc Gallet devant la cage. Un jeune gardien, 21 ans si je ne me trompe pas seulement. Bon, il y a 1 ou 2 buts peut-être qu'il aurait aimé revoir le tir, mais dans l'ensemble, c'est Fribourg-Gotteron qui rentre dans ses matchs confiants, même sur la route. C'est une équipe vraiment en plein contrôle de ses moyens, qui utilise extrêmement bien sa vitesse aussi. J'ai critiqué beaucoup depuis le début de la saison chez plusieurs équipes le manque d'exécution, la vitesse d'exécution qui n'était pas bonne, les passes qui n'étaient pas tape-to-tape et tout. Ça nuisait beaucoup au déroulement du jeu. Par contre, pour Fribourg-Gotteron, on le voit, l'exécution est tellement bonne que ça fait un jeu extrêmement rapide qui donne vraiment un bon spectacle. Et ben voilà, maintenant il reste 2 points de différence entre les 2 premières équipes de tête, Fribourg et Zurich ce matin. Avec le même nombre de matchs de jouer, ça va être intéressant de suivre cette course-là. Oui, ces 2 équipes-là, franchement, je pense que là, 1 et 2, là, c'est. On ne sait pas dans quel ordre, mais je pense que ça va être Zurich et Fribourg, Fribourg et Zurich. Et je pense que Zug va rester 3 parce qu'il y a quand même un petit trou en avant, un petit trou en arrière. Lausanne semble vouloir finir 4. Il ne faudra pas qu'il échappe trop de matchs parce que c'est proche derrière. Et puis après, ben, voilà, ça, c'est presque, ça semble assez établi. En tout cas, c'est un truc qui se dessine. Il reste une dizaine de matchs. Et Fribourg, il joue tellement bien, honnêtement. C'est presque chiant, quoi. On n'a rien à dire. On peut pas, non, mais c'est vrai, c'est un long fleuve tranquille, cette saison-là. Et on gagne régulièrement, même quand on joue moins bien vendredi. On écoute les gars à l'interview. On a fait un match de M, ça peut aller. Mais on gagne 3-2 contre Rapperswil. On gagne. Tu gagnes le match. Bérat te fait 3-4 arrêts. 3 points faciles. Tu joues mal, mais tu gagnes. Ça marque des bonnes équipes. Même dans un mauvais soir, tu réussis à faire la différence. Donc, moi, je dis chapeau. Et là, cette équipe-là, les gars, sérieux, on aborde les playoffs. Personne n'ose en parler dans le canton de Fribourg. On a peur d'être déçu. Encore une fois, on a été tellement hérités. Cette équipe-là, les gars, là, c'est premier et deuxième toute la saison. Ils sont impressionnants. Et là, ils doivent viser quelque chose. Ils doivent penser au titre. Honnêtement, secrètement, tu es obligé d'y penser. Moi, ce qui m'épate aussi avec eux, c'est qu'il y a constamment des joueurs qui flambent. Alors, à un moment, c'est Sorensen. Alors, il flambe quasiment depuis le début de la saison, mais même s'il fait 2 matchs sans points, bah derrière, c'est Berchi qui est en train de flamber. Actuellement, on parle de Wallmark qui est dans une forme waouh. Il a 4 buts en 4 matchs. Et la série, elle est même beaucoup plus longue que ça concernant les points. Enfin, il est impressionnant. Il y avait Dido, là, par exemple. Bah, entre nous, on se disait un peu Dido, 13 matchs quand même sans but, hein. 13 matchs sans goal. Ça fait quand même presque un peu long. Ah ben là, va Davos, un but, un assist, il est là, lui, on peut compter sur lui. C'est vrai que c'en est presque lassant pour nous. On aime quand même bien des fois avoir un peu des choses à raconter, et puis toucher, dire oui, mais là, nous en tant que journalistes, on verrait peut-être un potentiel d'amélioration. Ben à Fribourg, on est un petit peu embêtés, quoi, parce que même quand il y a le 3e gardien Gallet, et moi j'étais à Lugano et j'ai discuté avec certains confrères qui disaient. Ouais, bon, c'est pas très sympa de la part de Fribourg aller faire jouer le 3e gardien. Davos, ils sont dans la course avec nous. C'est ça. Et tout le monde l'a remarqué. Ouais. Voilà, tout le monde dit ça. Mais moi, j'ai quand même répondu à celui qui m'a posé la question. Je lui ai dit, mais Béra, il peut pas jouer 50 matchs dans la saison aussi. S'il y a bien un déplacement qu'on va tâcher de lui épargner, c'est à Davos ou à Lugano de temps en temps. En plus, il y allait, mais ça lui fait un match en moins. Parce que Rueger était blessé aussi. C'est juste. Donc, il y a un moment donné, on guillemets, permet de mettre le 3e gardien, ce qui est pas du tout choquant, hein, c'est bien clair. Mais malgré tout, l'équipe se démobilise pas. Il y a peut-être un ou 2 buts, comme tu l'as dit, qui étaient arrêtables, mais il y a personne qui a paniqué, qui s'est dit on laisse filer le match. On sait tous l'importance des goalies. Fribourg est capable, avec un gardien qui est pas au top, de gagner en plus sur la route. C'en est lassant. Bon, à contrario, une petite parenthèse sur Davos. Quelle équipe imprévisible. 2 défaites ce week-end.
Une équipe Mais qui semblait coller pour le top 6, là, perd 2 matchs ce week-end, là, vient de prendre un coup sur le bord de la tête, comme on dit. Là, il faut qu'il regarde derrière un peu. Mais là, il y a des blessés. Il faut le dire qu'il a perdu Schliemann contre Lausanne. Oui. Puis Sen il n'a pas fini le match. Il n'a pas fini le match. Il n'a pas fini le match. Il n'était pas sur le banc. Moi, j'ai soupçonné une blessure à la fin de la première période avec un contact avec Marcus Sorensen, vraiment la toute dernière seconde du tiers. Et honnêtement, Gilles-Sen, Fribourg est arrivé à Davos pour jouer au hockey, mais le HC Davos a quand même du talent offensif, a réussi à avoir des grosses chances de marquer, a marqué des buts aussi. Mais Gilles-Sen, moi, je suis pas un grand fan de Gilles-Sen. Honnêtement, le premier, le 1-0, là, celui de Valmark, là, il est derrière la ligne des buts. Il se fait surprendre encore la fameuse position, le RVH, là, le reverse vertical horizontal, là, qui bat les gardiens. Mais c'est rendu une blague. Il va falloir que les gardiens commencent à juger la pertinence dans certaines situations de cette position-là et qui arrêtent de systématiquement se mettre comme ça. Parce que quelques minutes plus tard, Kylian Motet a fait la même chose de l'autre côté. Et il a surpris Sen, mais le puck a touché vraiment l'intérieur de l'épaule. Donc, ça n'a pas dévié derrière lui, mais c'était un copier-coller. Il fait exactement la même chose. C'est systématique. À la longue, il va falloir qu'on change cette position-là ou qu'on la modifie un peu. Les gars, il y a 2 équipes qui cherchent désespérément un gardien. Si Schliemann et Sen sont blessés, Lugano cherche désespérément un gardien et sur le téléphone. Et puis Davos va être sur le téléphone pour un gardien. Mais Desclous ne pourra pas aller là, les gars. Parce que c'est 2 équipes qui sont en compétition avec Genève. Ouais. C'est con, hein? Oui. Peut-être un gardien étranger à Davos si c'est sérieux pour Schliemann. Un tir dans le masque, ça peut être commotion cérébrale. On ne sait pas exactement c'est la blessure de Schliemann, mais peut-être un gardien étranger qui arrive. On sait qu'on a jusqu'à quoi, 15 février? Pour les gardiens, pour les joueurs qui arrivent de l'extérieur, donc les étrangers qui arrivent de l'extérieur, c'est le 15 février. Et pour les joueurs étrangers et suisses qui ont déjà une licence en Suisse active cette année, c'est dans 2 jours, le 31 décembre à janvier. 31 de janvier à midi ou minuit? Minuit, normalement. Ouais. Minuit, normalement. Et puis, il y a peut-être un étranger là, qui vient de résilier son contrat avec le Rockets de Laval qui va peut-être débarquer en Suisse. Nicolas Baudin, défenseur, ancien choix des Blackhawks de Chicago. Messieurs, je vous parlais de la question d'arbitrage. Il reste quelques secondes. On va entendre le buzzer, mais quand même, Steph, c'est Lucas qui te demandait bonjour Stéphane, est-ce que les arbitres abusent de la règle en mettant 5 minutes de pénalité à un joueur uniquement pour pouvoir aller voir la vidéo, pour être sûr qu'on n'a pas loupé une agression, alors que la règle veut qu'il faut que les arbitres aient l'intention de mettre 5 minutes pour aller voir la vidéo? Je veux ton avis là-dessus rapidement. Il te reste 1 minute et demie. Je ne sais pas s'ils en abusent, mais ils l'utilisent. Dans le doute, tu dis, un gros charge. Je ne pense pas que c'est 5, mais disons que c'est 5. Et puis, on va aller voir. Honnêtement, Lucas, il faut se mettre à la place des arbitres. Tu dis, regarde, je ne veux pas avoir l'air d'un con puis louper quelque chose. On a un petit doute. On n'a qu'à dire que c'est 5. L'année passée, ils hésitaient plus parce que l'année passée, si tu disais que c'était 5, puis tu t'apercevais qu'il n'y avait rien, tu étais obligé de donner 2. Là, tu avais l'air d'un con. Là, cette année, tu peux revenir avec rien en disant, on s'est trompé. Donc, forcément que les gars vont l'utiliser. C'est vrai que presque à tous les soirs de match, on voit les arbitres aller consulter pour une éventuelle 5 minutes et on revient régulièrement sur une 5 ou 100 matchs ou sur une 2 ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils en abusent? Non. Est-ce qu'ils l'utilisent plus souvent qu'autrement? Peut-être un peu. Mais je me mets à leur place. Les gars, vous feriez quoi, vous? Tu ne vas pas louper un truc, tu vas l'avoir à la vidéo. Comme ça, ils se disent, Rochette, on va voir la même chose que Rochette sur le plateau. Il ne pourra pas dire qu'on est des cons. Honnêtement, parfois, je préfère qu'ils l'utilisent puis qu'on ait vraiment des bonnes pénalités aux bons endroits qu'ils aient peur de l'utiliser, justement. Bon, parce que c'est conséquent. C'est conséquent. 5 minutes dans un match de hockey, tu ne peux pas guesser parce que ça change, ça peut changer la physionomie d'un match. On l'a vu mardi à Lausanne, 5 minutes à Nordstrom et Lausanne marque 2 fois. Il est causant, hein? Il est causant. Ouais, Steph on continue ça dans la salle de lunch. On n'a pas le temps, donc j'essaie d'en passer le plus souvent, le plus en peu de temps. Non, mais là, on a dépassé un tout petit peu, mais c'est pas grave. Merci quand même à vos nombreuses questions. Merci à Lucas d'ailleurs pour cette question et à tous vos commentaires. C'est agréable de vous lire dans le chat. Régis, Steph, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain pour un studio sur MySports 1 élément bleu dès 19h25. Ce sera le match studio entre Fribourg-Gotteron et Zug. C'est une soirée complète en National League, 7 matchs à l'affiche.
Bruno, Steph et Serge Pelletier en studio. Ouais. Voilà, tout est dit. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos rendez-vous hockey. Et moi, je vous dis, pas la semaine prochaine. Je pense que c'est semaine de pause pour Overtime. Donc, ce serait... Non, peut-être. Moi, je suis en Peut-être pour congé toi. lundi prochain, Peut-être pour messieurs. toi, mais nous, on a des trucs à dire. Bon, moi, je vous retrouve plus tard, mais les gars seront là pour lundi prochain pour Overtime. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous et à très bientôt. Bye-bye. Bye bye. Ciao. Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.